Vous êtes journaliste depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? Les rencontres incessantes. Et puis au-delà de ça, sachant que j'ai été journaliste dans la presse écrite, en radio et en télévision, le fait de participer à quelque chose qui s'appelle le débat. Le débat sous-tendu par une idée forte qui est la nuance, avant tout, et la possibilité pour ceux qui regardent ces débats ou ces interventions ou ces interviews de développer au maximum leur esprit critique et de ne pas être dupe des multiples biais cognitifs dans lesquels on peut être tenté de s'enfermer ou de se faire enfermer. Alors vous avez été également critique cinéma, vous présentez aujourd'hui 28 minutes sur Arte, bien sûr, depuis 2012. La culture est-elle suffisamment mise en avant dans notre société, selon vous ? Dans notre société ? À la fois, on baigne dans la culture, on baigne dans une consommation permanente de culture. La culture est proposée partout. En France, on a la chance d'avoir le livre à prix unique. Il y a des facteurs extraordinaires économiques, socio-culturels qui promeuvent la culture. Après, est-ce que les gens veulent s'approprier cette culture et se cultiver, c'est une autre histoire. Mais la France est une société, contrairement à d'autres, où la science est toujours valide et où la culture est quand même accessible à tous. Alors vous êtes aussi écrivaine, avez publié de nombreux livres depuis une vingtaine d'années. Quels sont vos auteurs, vos autrices de référence ? Certainement pas moi, j'ai quand même suffisamment d'humilité pour ne pas m'inclure dans le tas. Mes auteurs et mes autrices de référence, écoutez, c'est immense, vaste. Là, tout d'un coup, comme ça, je pourrais vous dire un écrivain dont j'ai relu récemment un livre, il n'a écrit qu'un seul livre, remarquable, il s'appelait Fritz Zorn, son livre s'appelle Mars, et c'était une déconstruction méthodique et enragée des raisons pour lesquelles il est devenu cancéreux et il en est mort à cause de la structure socio-culturelle de sa famille allemande. Publié chez Gallimard dans les années 70, un chef-d'œuvre. À part ça, je pourrais vous dire Marcel Proust, parce que nous avons tous relu la recherche. Les gens relisent la recherche. Évidemment. Ça, c'est une petite singularité assez amusante. Colette, écrivaine française, qui était une femme extraordinairement libre, truculente et archi-sensible, et qui décrivait les animaux comme personne. Virginia Woolf, Sylvia Plath, la poétesse anglaise, Emily Dickinson, Tchekhov. La sœur Isée est une pièce dont j'arrive pas à me remettre, pour une phrase, puis après j'arrête. On a, comme qui dirait, pas vécu. Et cette phrase me fracasse à chaque fois. Enfin voilà, et ad lib, voilà. Je ne peux pas vivre sans lire, comme vous l'aurez compris. Alors Arte propose une programmation de grande qualité, mais on la taxe parfois d'élitisme, de chaînes haut de gamme. Vous pensez que c'est justifié ? Je pense que les gens qui parlent d'Arte à propos de chaînes haut de gamme et élitistes n'ont pas regardé Arte depuis un paquet d'années. Parce que Arte, c'est plus la chaîne chiante où tout était en noir et blanc et où on parlait de la Deuxième Guerre mondiale du matin au soir, quoi. Ce temps a changé. Il faut changer de siècle. Sur Arte, il y a des documentaires complètement démentiels. Il y a des émissions sur le rock. Il y a, pour ne citer qu'un mec que j'adore, Luc Lagier, qui fait des modules courts ou moins courts sur le cinéma qui sont phénoménaux. Il y a des émissions de décryptage de l'actualité. Il y a un machin qui s'appelle 28 minutes le soir à 20h05 qui est quand même pas mal. Donc la chaîne élitiste, c'est-à-dire que c'est une chaîne pour des gens intelligents, faite par des gens qui ont envie de considérer que les spectateurs ne sont pas des abrutis que l'on peut manipuler ou auxquels on peut faire avaler n'importe quelle contre-vérité ou n'importe quelle vérité alternative. Les dirigeants d'Arte se targuent de ça. Ça n'en fait pas des élitistes, ça en fait au contraire des humanistes. Alors il est parfois difficile de maintenir une exigence intellectuelle forte tout en s'adressant à un public populaire, entre guillemets. Difficile, pas impossible. Ouais. Quelle est la bonne recette selon vous ? Il y a certains de vos collègues, par exemple, je sais pas, Radisson, il me semble, avait dit qu'il fallait spectaculariser la culture. Alors, c'est pas du tout je vais aboyer, un de mes mentors, mais qu'est-ce qui, selon vous, permet d'alpaguer, on pourrait dire, le spectateur tout en maintenant une exigence intellectuelle ? Et ça, c'est quand même un Pascal enjeu. Pro. Non, c'est pas non plus ma référence. Non, mais je m'en doute. Mais il n'y a pas de recette. Je sais pas. Écoutez, moi, c'est vrai que quand on regarde sur le papier Arte, chaîne franco-allemande, à 20h05, on met une fille qui a plus de 60 ans, à poil gris, en face de trucs bidule machin, et ça marche. Pourquoi ça marche ? Parce que l'émission est faite par des gens qui ont une appétence de l'autre, pas mal d'humilité, ne nous vantons pas, mais plutôt de l'humilité, de la curiosité, et surtout parce qu'on refuse absolument que l'émission soit une arène où les gens s'affrontent et se balancent des anathèmes. Voilà, on a quelque chose de très fort au cœur. On est vraiment motivé par cette idée de rétablir une possibilité de dialogue et d'écoute, donc de débat. Donc c'est la chaîne de la mesure, on pourrait dire. Si vous regardez le documentaire qui est diffusé en ce moment sur James Ellroy,
qui est absolument trashissime. Il est totalement démesuré, le truc. Donc ce n'est pas que la chaîne de la mesure, mais au niveau de l'information et du rapport à l'information, oui, en tout cas, c'est une chaîne qui refuse la démesure, l'anathème, le clash pour le clash. Alors Elisabeth, par ailleurs, vous avez évoqué votre glaucome dans votre livre « La nuit se lève ». Ressentez-vous une certaine urgence de vivre ? Une urgence de vivre, mais il est plus tard que tu ne le penses, comme tout le monde. Non, une urgence de voir, je vois pas clair. Oui, mais est-ce que ça renforce aussi un sentiment d'urgence de vivre ? Non, mais j'en sais rien. C'est trop intellectuel pour moi, votre truc. Non, je plaisante. Non, ça renforce surtout l'envie, je sais pas par qui nous sommes vus, mais l'envie de dire aux gens, c'est une maladie silencieuse, c'est une maladie qu'on ne détecte qu'une fois qu'on l'a, sauf si on va se faire prendre sa pression oculaire régulièrement. Donc moi, j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais des choses à dire, et je me suis rendu compte, après le courrier que j'ai reçu qui était phénoménal, du nombre de gens qui étaient frappés par la maladie, 1 million de gens à peu près en France, entre 800 000 et 1 million. Et il est impératif de faire du dépistage. Voilà, je veux dire, je n'ai qu'un mot à dire, dépistage, c'est pas urgence de vivre, etc. Oui, carpe diem, bien sûr, urgence de vivre, mais on s'en fout de moi. Par rapport au glaucome, c'est les autres. Et le truc important, c'est le dépistage. Voilà, fin de la parenthèse, médicaux, gnangnan. Est-ce que les vents violents que nous connaissons actuellement sur le plan international, ça vous angoisse ? Bien sûr que ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que ça se conjugue avec des vents violents qui s'appellent le réchauffement climatique et qui transcendent toutes ces questions nationales, souverainistes, populistes, néofascistes qu'on connaît, et que ça s'accompagne de la numérisation des esprits, j'en ai parlé un tout petit peu, et que je pense que là, il y a quelque chose qui nous mène pas forcément vers un avenir radieux, mais nous devons résister chacun à notre échelle, voilà, en incitant à regarder l'herbe, regarder un regard d'oiseau, lire, s'attacher à tout ce qui est humaniste et démocratique.